Bonsoir et bienvenue à l'édition hebdomadaire de Capsule. Ce soir à l'émission, une édition spéciale sur la Syrie. Au cours de cette émission, on va répondre à une question très précise. Dans quelle mesure est-ce que le quotidien d'un habitant syrien a été bouleversé par le printemps arabe? Pour répondre à la problématique de ce soir, nous allons accueillir Rémi Lapalme, expert en question du monde arabe. Bonsoir monsieur Lapalme et bienvenue sur le plateau. Bonsoir monsieur. Donc avant de commencer, pour les gens à la maison et les gens sur le plateau, est-ce que vous pouvez nous définir c'est quoi le printemps arabe? Le printemps arabe, c'est vraiment très complexe, donc c'est assez difficile de le définir avec simplement quelques mots. Mais je pense qu'une définition qui peut assez bien rassembler l'ensemble du conflit, c'est un ensemble de contestations populaires, donc de différentes intensités. Ça a survenu dans les pays arabes à partir de décembre 2011. Donc ça, c'est vraiment en général. Donc on va aller plus profondément un petit peu après là. Parfait. Donc au niveau des pays arabes, ça a touché les pays arabes, on peut penser également aux pays de l'Afrique du Nord, n'est-ce pas? Donc on peut penser au Maroc, à l'Algérie, oui, et à d'autres pays comme la Syrie ou la Libye. Au niveau des racines du conflit, donc on va se transporter avant le conflit. Qu'est-ce qui s'est passé? Je pense que les gens à la maison veulent le savoir. Qu'est-ce qui a mené à ces mouvements contestatoires, à ces révolutions sanglantes et parfois à ces meurtres froids et cruels au niveau de ces pays? En fait, c'est vraiment à la base une situation sociale qui ne plaisait pas du tout aux populations. Okay. Donc c'est vraiment une insatisfaction de la classe moyenne. Et ça a été surtout causé à cause de certains régimes autoritaires dans plusieurs régions. Donc on entend souvent parler de, par exemple, le régime Kadhafi en Libye, ou encore Bachar al-Assad en Syrie, qu'on parle vraiment beaucoup à l'actualité, ou bien encore le régime Moubarak en Égypte. Donc ça, c'est vraiment des gros régimes totalitaires qu'il y avait à cette époque-là, et c'est ça qui a vraiment mené à la révolution arabe. Au niveau de la population, vous avez dit qu'ils sont très mécontents du niveau social, ce qui n'est pas inhabituel au niveau des régimes autoritaires, sauf que là, ils ont fait sentir leur voix. Comment? En fait, c'est vraiment l'icône de la révolution, c'est une personne, donc c'est vraiment, ça se voit que c'est social. Donc c'est Mohamed Bouazizi qui s'est sacrifié, et donc c'est vraiment lui qui est devenu l'icône de la population lors du printemps arabe, parce que c'est vraiment lui qui a commencé ça avec son sacrifice. Mohamed Bouazizi, il vient d'où? C'est un Tunisien, donc c'est là où la révolution arabe a commencé, c'est vraiment, genre le point de départ c'est la révolution arabe en Tunisie, avec Mohamed Bouazizi qui s'est immolé, et il s'est immolé vraiment à cause des conditions sociales de son pays. Et donc ça a vraiment déclenché une révolution. Le monde arabe s'est soulevé à ce moment-là. Très intéressant que cet homme soit maintenant symbole de ce qui est devenu aujourd'hui le printemps arabe, ce qui est un élément très important. Si on se transporte maintenant sur un portrait général des pays, un bilan vraiment de ce qui s'est passé, est-ce que vous pouvez nous définir vraiment ce qui s'est passé dans la différente échelle, c'est-à-dire les mouvements contestatoires simples et ensuite ce qui est plus compliqué, c'est-à-dire des révolutions sanglantes et meurtrières? Alors on peut dire, premièrement, déjà en Égypte, donc c'était vraiment une nouvelle constitution, préparation aux premières élections démocratiques dans l'histoire du pays, et ça a vraiment été une longue épreuve de force entre islamistes et membres de l'établissement militaire, donc c'était vraiment beaucoup de violence. En Égypte on peut vraiment parler de ça. Libye, encore une fois, une situation vraiment remplie de violence, un pays qui s'est coupé en 5 zones contrôlées par des milices constituées. La Libye, très violent aussi. Et la Syrie, donc notre cas vraiment spécial, une grosse guerre civile très ravageante. Donc ça oppose le régime de Bachar al-Assad, ça oppose les combattants de l'armée syrienne, ça oppose des milices islamistes, des rebelles, ça oppose vraiment beaucoup de camps. Et donc maintenant, on peut dire que aussi d'autres États ont réagi différemment. Donc par exemple, des États ont préféré accorder des conditions sociales aux citoyens en faveur du maintien de la paix publique. Donc ça, c'est vraiment des solutions plus pacifiques. Donc on peut parler du Maroc, de l'Algérie, de l'Oman, Arabie Saoudite ou encore du Koweït. Donc ça, c'est vraiment des pays qui ont réglé les problèmes avec plus de pacifisme. C'est très intéressant considérant l'histoire de ces régimes autoritaires qui n'accordaient pas souvent des mesures sociales aux citoyens, vous êtes d'accord? Pour ce qui est de la Syrie, nous allons revenir en détail bien sûr. Sur un plan plus économique, monsieur Lapalme, est-ce que vous pouvez nous décrire et nous définir vraiment ce qui s'est passé en termes de chiffres? Alors oui, je vous ai ramené quelques chiffres. Alors on peut parler, c'est vraiment des sommes exponentielles qu'on a trouvées, qui ont été perdues lors du printemps arabe. Donc 833,7 milliards de dollars, donc 461 milliards en infrastructures ont été perdus. Donc ça c'est par exemple avec des bombardements, toutes les attaques, tous les conflits, ça a vraiment créé une grosse perte d'argent. Donc quand vous dites perte en infrastructure, pour bien définir pour les gens à la maison, en fait c'est tout ce qui est perte de bâtiments et d'infrastructures présentes au niveau des pays. Exactement. Donc 833,7 milliards au total. Ça c'est le total, c'est 833,7. Sur tous les pays? Tous les pays. C'est absolument impressionnant. Et ensuite 461 milliards de dollars, c'était les infrastructures. D'accord.
Ensuite, on peut qu'à parler de 289 milliards en PIB, donc le produit intérieur brut, donc c'est la production d'un pays, la production des pays a vraiment diminué après le printemps arabe. Donc ça c'est tout ce qui est avec les compagnies, les usines, ça a vraiment diminué. Ensuite, donc 35 milliards de pertes en investissement, ça c'est vraiment énorme aussi. Et finalement, donc 103,4 millions de touristes en moins. 103,4 millions de touristes en moins, c'est vraiment une attractivité qui est perdue donc au sein de ces pays-là. Donc le tourisme n'est vraiment plus quelque chose de rentable dans ces pays-là après le printemps arabe. Oui, on peut penser notamment à cette baisse, ces chiffres, je regarde la feuille ici, cette baisse s'explique notamment par les nombreux attentats qu'il y a eu en Tunisie, par exemple, il y a des très belles plages, on le sait, par exemple l'attentat au musée, ou l'attentat sur la plage tunisienne qui a fait de nombreux morts et qui effraie vraiment les Occidentaux à venir visiter la Tunisie. Merci beaucoup Monsieur Lapalme, nous devons aller à la pause, on dit, donc nous allons revenir pour la suite de l'entrevue. Parfait. Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue à l'émission Capsule spéciale série. Passons maintenant à ce qui nous intéresse, à l'essentiel de notre émission, la série. Nous allons passer au cas de la série sous la loupe et au portrait de ce pays. Le portrait va se faire en plusieurs étapes. Tout d'abord par la situation géographique, la situation géopolitique, la situation économique, sociale et culturelle. Toutes ces situations vont être décrites avant la guerre pour qu'on puisse bien comprendre ensemble quelle était la situation de ce pays avant les ravages faits par la guerre entre 2011 et 2016. Ainsi, passons à la situation géographique. La Syrie est un pays situé sur la mer Méditerranée, au sud de la Turquie et au nord du Liban. Pour ce qui est de la situation géopolitique, avant de commencer, pour les gens à la maison, qu'est-ce que la géopolitique? La géopolitique est l'étude des influences et des facteurs géographiques, économiques et culturels sur la politique des États et sur les relations internationales de ces derniers. La Syrie représente donc 3 enjeux géopolitiques majeurs pour les pays occidentaux et pour les pays du Golfe, pour les pays du monde, qui vont expliquer l'intervention de ces derniers au sein du conflit syrien. Ces 3 enjeux vont être définis par, tout d'abord, l'isolement de l'Iran pour les pays occidentaux. Avec l'ambition d'avoir l'arme nucléaire, l'isolement de l'Iran et la séparation des autres pays de confession chiite, comme est la Syrie, est essentiel pour les pays occidentaux. En second temps, le maintien de l'alliance avec les pays du Golfe est essentiel. En effet, pour les pays occidentaux, une bonne relation avec des pays comme le Qatar ou l'Arabie Saoudite est absolument capitale pour les échanges économiques, notamment pétroliers. Et troisièmement, assurer les besoins en énergie, notamment pétrolier pour les pays européens, est absolument essentiel également et un enjeu majeur géopolitique. Passons en détail à ces 3 enjeux géopolitiques. Tout d'abord, l'isolement de l'Iran. Avec, comme j'ai dit, l'ambition de l'Iran d'avoir l'arme nucléaire, l'arrêt de cette ambition est absolument capital pour les pays occidentaux qui ne peuvent se permettre que l'Iran ait cette arme nucléaire. Deuxièmement, ce maintien d'une alliance pouvant survivre à n'importe quel type de situation avec les pays du Golfe est absolument essentiel également pour les pays occidentaux. Avec l'essor de ces pays, avec l'importance économique grandissante de ces pays du Golfe, les pays occidentaux en perte de vitesse ont absolument besoin de bonnes relations, notamment, comme je l'ai dit, à cause du pétrole et des énergies fossiles. Et finalement, la Syrie étant la porte vers l'Orient, le maintien d'un accès aux ressources est absolument essentiel. Ainsi, gaz, pétrole et autres pourront passer et être acheminés vers l'Europe qui a un extrême besoin de ces ressources. Nous allons maintenant passer à la situation économique avec notre collaborateur Rémi Lapalme. Pour compléter sur le portrait de la Syrie, nous allons passer à la situation sociale et culturelle qui va nous être expliquée par M. Rémi Lapalme. Monsieur Rémi, allez-y. Merci M. Tcherziou. Donc tout d'abord, nous allons parler d'une multitude de religions présentes en Syrie, ce qui causera plus tard quelques tensions. Donc les différentes religions sont tout d'abord 64% de sunnites arabes, donc 64% de sunnites, soit 14 millions d'individus présents en Syrie. On peut parler de 20% d'alaouites, soit 4,5 millions d'individus. Ensuite, 4% de Kurdes, 0,8 millions d'individus, et 10% de chrétiens arabes, soit 2,3 millions d'individus. Pour compléter ce que vous avez dit sur les Kurdes, désolé de vous interrompre, les Kurdes sont un peuple qu'on retrouve en Turquie. Ils n'ont pas exactement de pays à eux, mais ils revendiquent le droit d'avoir ce dernier. Les personnes aiment bien attribuer aux Kurdes le Kurdistan, mais il n'existe pas vraiment, c'est ça qu'il faut savoir. Les Kurdes sont donc présents dans plusieurs pays, dont la Syrie. Continuez, monsieur. Ensuite, j'aimerais mentionner quelques petites minorités comme les Druzes et les Ismaéliens, qui sont vraiment de petites minorités présentes en Syrie qu'on fait juste mentionner maintenant.
Oui, assez mineur. Ouais. Donc j'aimerais maintenant aller plus profondément vers les Alaouites. Donc les Alaouites qui est la religion, qui est la tranche de l'islam pratiquée par Bachar al-Assad. Et c'est une variété du chiisme. Donc le chiisme est une religion présente en Iran principalement. Donc la guerre civile syrienne est parfois appelée comme une guerre de religion. C'est le lieu d'affrontement entre les deux branches majoritaires de l'islam, soit le chiisme et les sunnites. Et donc c'est ça les principales religions qui s'affrontent dans la guerre de Syrie. Donc les chiites et les sunnites vont s'affronter pendant la guerre civile. C'est ça que certains appellent une guerre de religion. Donc pour les gens de la maison, vraiment il faut savoir, les chiites et les sunnites, forces majeures en présence, axes majeurs de l'islam, qui vont être présents, comme l'a dit M. Lapin, très justement, au sein de la Syrie. Continuer sur pour terminer, on peut faire un petit point sur les langues. Donc la langue officielle de la Syrie, c'est l'arabe. Mais il y a beaucoup de différents arabes parlés en Syrie, souvent à cause des religions, ce qui parfois peut créer un petit mélange au sein des populations. Oui, on sait très bien, comme dans de nombreux pays arabes, les langues sont très diversifiées, ce qui crée justement la beauté d'un pays qui était une fois si riche comme la Syrie. Maintenant que nous avons fini le portrait de la Syrie, merci beaucoup Monsieur Lapin, nous allons passer à l'évolution du conflit. Et pour l'évolution du conflit, notre équipe de chez Capsule a aussi travaillé en collaboration avec Monsieur Rémi Lapin, en collaboration avec Monsieur Thierry Méran, notre autre collaborateur surprise sur ce projet, sur un petit montage vidéo de date concernant l'évolution du conflit. Visionnons. Le printemps arabe en Syrie est un conflit très complexe et ayant de nombreux rebondissements. Ainsi, l'équipe de Capsule vous a préparé un segment évolution du conflit visant à expliciter les grandes dates importantes de ce dernier. 15 mars 2011, rassemblement à Damas après un appel lancé sur Facebook. 13 juin 2011, Alep est la deuxième ville du pays qui est gagnée par la contestation. 29 juillet 2011, les citoyens syriens se tournent vers les armes et créent l'armée libre syrienne. Ce sont ainsi la fin des révoltes pacifiques. Août 2011, Washington et Bruxelles demandent à Bachar al-Assad de démissionner. Février 2012, naissance d'autres mouvements armés contestataires, le front Al-Nosra, lié à Al-Qaïda, qui est un groupe terroriste né en Irak lors de la guerre civile locale, et travaillant avec les rebelles syriens. Printemps 2013, entrée de l'État islamique, ou Daesh, sur le territoire syrien. Le gouvernement d'Assad déclare la guerre totale. Les pays du Golfe, comme l'Arabie Saoudite et le Qatar, fournissent leurs armes aux rebelles et les États-Unis entraînent ces rebelles. En contrepartie, la Russie, la Chine et l'Iran soutiennent le gouvernement Assad. Plus de 140 000 personnes mortes au sein du pays dès printemps 2013. Été 2014. Proclamation du califat par l'État islamique alimenté par le pétrole, le vol d'œuvres d'art et les dons des pays du Golfe. Le califat marque sa présence sur les réseaux sociaux en recrutant de nouveaux adhérents et en médiatisant leurs crimes. L'État islamique contrôle alors un tiers de la Syrie et un tiers de l'Irak, ainsi qu'une population de 10 millions d'habitants. La gravité de la crise des réfugiés augmente avec la montée en puissance de l'État islamique, puisque ces personnes fuient la terreur des islamistes. On remarque également la résurrection des rivalités entre chiites et sunnites. L'été 2014 voit les premières interventions militaires officielles de la communauté internationale en Syrie, mais seulement dans le cadre de l'éradication de l'État islamique, sous forme de bombardements. Une soixantaine de pays européens et arabes s'unissent financièrement, logistiquement et militairement dans le but de combattre l'État islamique. Septembre 2014, premier bombardement provenant de Washington en Syrie. En revanche, la coalition est ralentie par les intérêts distincts de chacun de ses membres, comme par exemple les Turcs qui veulent éliminer les Kurdes. Été 2015, presque un an de combat après, la crise migratoire est en grande escalade. La Syrie représente alors le contingent le plus important de réfugiés mondiaux avec 4,8 millions de personnes. Selon l'ONU, 50% de la population, soit 13,5 millions de personnes, ont été affectées par le conflit. 18 décembre 2015, première résolution votée au Conseil de l'ONU qui prévoit la mise en place d'une transition politique et l'organisation d'élections dans les 18 mois. Mais cette trêve fragile s'écroule, après des désaccords sur le sort de Bachar al-Assad entre les pays occidentaux et la Syrie.
15 novembre 2016, reprise des attaques sur Alep-Est par les forces pro-gouvernementales. 13 décembre 2016, capitulation des rebelles au sein d'Alep. Reprise de la ville par les forces du dictateur Assad après 4 ans de guerre au sein de la ville. Après avoir visionné la vidéo, passons au bilan de ce que nous avons vu. La Syrie, pays autrefois en bonne santé économique, en plein essor, est maintenant un pays dévasté à cause de la guerre civile. Cette guerre civile va avoir 3 principaux impacts. Un impact économique, une économie dévastée, un impact social, une vie sociale chamboulée, et un impact politique, un chaos politique total. Ces 3 aspects vont être discutés et amplement débattus dans la deuxième partie de notre émission. Soyez là au retour de la pause. Bonsoir et re-bienvenue à l'épisode spécial série de Capsule. Nous allons maintenant passer aux répercussions du printemps arabe en Syrie. 3 types de répercussions. Des répercussions politiques que nous allons traiter avec M. Rémi Lapalme, des répercussions sociales que je vais traiter moi-même et des répercussions économiques que nous allons traiter avec notre attaché spécial Thierry Méran. Monsieur Rémi, passons au chaos politique, à l'instabilité politique en elle-même et à la lassitude du peuple. Allez-y, monsieur. En effet, monsieur Tirzou, parlons d'instabilité politique. C'est cela. Donc, l'origine de ces instabilités est un sentiment de révolte face au régime de Bachar al-Assad, donc, qui entraîne le premier camp que nous allons aborder, donc les mouvements rebelles. Un sentiment général de mécontentement. Exactement, oui. Parfait. Donc, les mouvements rebelles ils veulent renverser le gouvernement Assad et sont soutenus par des puissances extérieures, par exemple des pays du Golfe et d'Occident. De plus, par l'Arabie Saoudite, la Turquie, le Qatar et même les États-Unis, la première puissance mondiale, a un rôle très important dans le financement du mouvement rebelle. Il faut bien savoir, juste pour ajouter, pour ce qui est du soutien des pays occidentaux, les pays occidentaux ont un intérêt, comme nous l'avons mentionné dans la partie géopolitique, absolument capital d'arrêter l'essor de l'Iran vers la bombe nucléaire. Et la Syrie représente la porte vers l'Orient. Continuez. Donc ensuite, le régime syrien, le régime de Bachar al-Assad, lui aussi connaît des alliés extérieurs comme des brigades islamistes chiites irakiennes. Donc ce sont des brigades qui lui viennent en aide durant ce conflit. De plus, le soutien militaire de l'Iran et de la Russie. Il faut savoir, pour ce qui est de la Russie, aussi que la Russie a le soutien de la Chine, 2 alliés absolument capitaux pour Bachar al-Assad, car ils sont présents sur le Conseil de sécurité de l'ONU et donc bloquent, avec leur droit de veto, toute intervention occidentale au sein du pays. En effet. De plus, dans les différents camps, on peut aussi observer l'État islamique, donc, qui est un groupe islamiste extrémiste terroriste. Donc c'est un groupe qui revendique des terres dans la Syrie. Et donc ce groupe ne peut surtout pas être exclu des groupes, car c'est l'un des groupes les plus importants. Il a même d'ailleurs aujourd'hui plus de place que le camp des rebelles. Il a une grande partie du territoire syrien que nous reverrons dans la carte que l'équipe de Capsule a préparée. Oui, en effet, en plus de la grande partie du territoire syrien, nous avons une grande partie du territoire irakien, également avec Mossoul notamment, qui est une grande ville irakienne. Passons, monsieur Lapalme, à la lassitude du peuple. Car je pense que les gens à la maison veulent savoir comment est-ce que les gens réagissent après 5 ans de conflit de tous les camps, de tous les côtés. Donc d'abord la lassitude du peuple, on peut observer du côté des Alaouites qui sont pro-Assad. Donc les Alaouites qui payent un fort tribut pour cette guerre civile à laquelle ils ne voient pas d'issue. Donc ils n'en veulent plus de la guerre, ils veulent que ça s'arrête, ça leur coûte beaucoup d'argent et beaucoup d'énergie. Donc ils aimeraient que ça s'arrête pour pouvoir revenir à une paix. Ensuite, ça leur coûte également des quantités humaines absolument inexorables, des conditions on ne peut pas négliger. Oui, c'est cela en effet. Ensuite, on peut parler donc, du côté des rebelles, les rebelles qui suivent de lourdes défaites, par exemple à Alep, les rebelles qui commencent à perdre, tout récemment, oui, ils commencent à perdre beaucoup de terrain. Donc les rebelles qui, eux aussi, en ont marre de cette guerre, qui n'en finit plus, et qui leur causent des pertes humaines énormes donc dans leur armée. Oui, c'est cela. Et pour compléter ce que vous dites sur du côté des mentalités, la lassitude du peuple, l'équipe de Capsule a aussi couvert la mentalité du côté de l'État islamique. On le sait bien, l'État islamique a une mentalité de destruction, de radicalisation et d'extrémisme, et donc vise, par le biais d'attentats et le biais d'exécutions et de conquêtes, de changer les enjeux du territoire. Tout à fait. J'aimerais juste aussi compléter avec la lassitude du peuple, mais des citoyens en général, car il ne faut vraiment pas négliger, c'est la majeure partie de la population. Et donc on a recueilli un témoignage du Huffington Post, donc, qui recueille un témoignage d'un habitant syrien qui affirme qu'il a tout perdu à cause de cette guerre et que sa vie n'est plus la même, elle est bouleversée. Donc on peut voir que les citoyens syriens en ont marre plus que tout, ils aimeraient absolument que cette guerre s'arrête, ça leur cause de lourdes pertes,
On peut notamment en ce moment trouver beaucoup d'images sur le web montrant plein de cadavres et d'images choquantes, donc de cette guerre qui détruit la vie et les familles de beaucoup de Syriens. Effectivement, un sentiment de désespoir collectif se fait ressentir, un sentiment de désespoir qui va être illustré avec nos entrevues avec Vincent Farouk Kurdi et Atanas Barlet, deux citoyens syriens qui vont nous témoigner vraiment de cette situation absolument déplorable. Passons maintenant à la radicalisation du conflit. Pour ce qui est de la radicalisation, l'équipe de Capsule a présenté une carte que vous pouvez maintenant voir à votre écran. Nous allons nous concentrer sur la Syrie. Nous voyons aussi la présence de l'Irak sur la carte, mais la Syrie est l'élément le plus important. Plusieurs zones contrôlées, des villes contrôlées par différents camps. L'État islamique est le camp le plus dominant au sein de la Syrie. Nous remarquons une dominance au nord, à la frontière avec la Turquie, au centre de la Syrie et aussi à la frontière avec l'Irak. Il faut savoir que l'État islamique contrôle également une grande partie de l'Irak, dont notamment Mossoul. Au sein de la Syrie, il contrôle Jarablus et aussi Raqqa, qui sont deux grandes villes aussi de la Syrie. De l'autre côté, les forces gouvernementales qui viennent en opposition aux rebelles et à l'État islamique. Les forces gouvernementales sont présentes à Damas, à Palmyre, à Alep tout récemment. C'est notamment à la frontière avec le Liban, à l'est du pays et au nord-est. Finalement, il y a également la présence des Kurdes qui vont être de force très importante dans la guerre en Syrie. Les Kurdes vont être présents à la frontière avec la Turquie, notamment dans les villes de Hasakeh et de Kobane. Ils vont représenter une force majeure au combat contre l'État islamique. Sans oublier la rébellion aussi, qui est mentionnée sur la carte de Capsule. La rébellion est notamment présente à la frontière avec l'Irak et la Jordanie, et également proche d'Alep. La rébellion est formée de fronts Al-Nosra, de l'armée syrienne libre et d'une série d'autres fronts liés à Al-Qaïda et à autres groupes terroristes. Voilà pour la carte préparée par l'équipe de Capsule. Nous allons maintenant passer à l'aspect social de l'affaire que je vais traiter moi-même au retour de la pause. De retour à l'émission Capsule, nous allons maintenant passer au segment social de l'émission, c'est-à-dire une vie sociale chamboulée, un quotidien local renversé et finalement un exode massif des Syriens. Passons au quotidien local renversé, c'est-à-dire la première partie de la vie sociale chamboulée. À cause de la guerre entre 2011 et 2016 et encore actuellement, la vie sociale des Syriens a totalement été changée. Détérioration des conditions de vie, inaccès aux soins de santé, manque de vivres, que ce soit nourriture ou eau, perte de travail, baisse du niveau de vie et perte des revenus non mêlés, les impacts ont été multiples. Ces impacts vont être aussi démographiques. L'équipe de Capsule vous a fait un bilan à titre indicatif, mais avec la continuité des événements qui font encore ravage en Syrie, ce bilan, comme j'ai dit, n'est qu'à titre indicatif et le bilan ne fait que s'alourdir aussi avec le passage des journées. Ainsi, pour vous donner une idée, entre 2011 et 2016, 470 000 Syriens ont été tués. Que ce soit militaires, enfants, civils et femmes, ils ont tous succombé, 470 000 ont succombé au combat quotidien. Selon le Centre syrien pour la recherche politique, qui est une ONG avec laquelle nous avons étroitement collaboré, 11,5% de la population a été blessée ou tuée durant le conflit. Nous assistons également à une chute de l'espérance de vie. En 2010, l'espérance de vie moyenne d'un Syrien était évaluée à 70 ans. En 2015, elle ne s'évalue qu'à 55 ans. L'équipe de Capsule a aussi remarqué une augmentation du taux de mortalité. Pour vous donner une idée, en 2010, 4,4 morts étaient remarqués par 1000 personnes. En 2015, une augmentation s'est faite à 10,9 morts par 1000 personnes. Ces pertes démographiques et ces combats féroces ont causé des pertes en termes de personnes, en termes d'humains, absolument incroyables pour la Syrie. 11,5% représente un chiffre colossal de personnes ayant été affectées par le conflit. Passons maintenant à un exode massif des Syriens. Pour vous donner une idée, 50% de la population syrienne a été affectée par le conflit, par la guerre civile qui a fait ravage entre 2011 et 2016. 50%, c'est 13,5 millions de personnes selon l'ONU. Parmi ces 13,5 millions de personnes, 4,8 millions de personnes ont quitté les frontières, c'est-à-dire qu'ils ont immigré comme réfugiés de guerre dans un autre pays. 4,8 millions de personnes représentent le contingent le plus important remarqué dans l'histoire des réfugiés. D'autre part, 8,7 millions de personnes ont été déracinées à l'intérieur du pays et ont été forcées de migrer à l'intérieur de la Syrie pour fuir les combats, surtout proches de Damas et d'Alep, qui ont été deux zones de combat féroces entre rebelles et forces pro-gouvernementales.
Plus précisément, au niveau des 4,8 millions de ressortissants du pays, la Turquie en a accueilli 2,7 millions. Le Liban a accueilli 1 million. L'Égypte, 100 000 Syriens. L'Irak, 25 000. La Jordanie, 600 000. Le reste ont été divisés en pays occidentaux, que ce soit Europe, on pense notamment à l'Allemagne, et à la France également, ou que ce soit l'Amérique du Nord avec le Canada, qui a accueilli aussi des réfugiés syriens. Nous allons maintenant passer au segment économique avec M. Thierry Méran, au retour de la pause. Bonjour, nous sommes ici de retour avec une entrevue avec M. Vincent Farouk Kurzi. Merci beaucoup d'être présent aujourd'hui. Vincent est un réfugié de la guerre de Syrie et il est venu aujourd'hui pour nous parler un peu de son expérience personnelle. Donc est-ce que tu pourrais nous raconter ce qui s'est passé et pourquoi est-ce que vous avez quitté le pays? Donc au début, ça a commencé par quelques manifestations. Mes parents pensaient que ça n'allait pas avoir une si grosse ampleur. Du coup, ce qu'on a fait, c'est juste qu'on est resté. Ils m'ont changé d'école parce que l'école était trop loin de la ville. Et il y avait beaucoup de bombes vers notre école. Du coup, j'ai juste changé d'école. Et au bout de quelques mois, ils ont vu que les problèmes commençaient à s'approcher vers ma ville, qui est Alep. Et ils ont décidé de voyager en France, à Nice, pour ensuite venir ici à Montréal. Mais à Nice, ils n'ont pas accepté ma mère. Ils l'ont considérée comme une clandestine. Du coup, on n'a pas pu bouger de Nice. On était à Nice 3 ans illégalement. Et à la fin, ils ont décidé de nous laisser partir au Canada, à Montréal. Et vu que j'ai le passeport canadien, on est bien ici et tout va bien pour l'instant. D'accord, donc je comprends que vous avez vécu des situations qui ont dû vous faire assez peur. En Syrie, on parle de quelle époque à peu près? Du début de la guerre en Syrie? Ouais, ça a commencé en 2011, comme je l'ai dit, par quelques manifestations. Et les bombes et les mitraillettes et tout ça commençaient vers 2012. Et en été 2012, j'ai juste quitté la Syrie. D'accord. Est-ce que vous avez, même une fois arrivé à Montréal, encore des flashbacks ou des visions d'horreur de ce qui s'est passé en Syrie? Mais en fait, il y a mes grands-parents du côté de ma mère qui sont en Syrie. Mais j'ai pas eu vraiment de flashbacks parce que j'étais encore jeune, j'avais 11 ans. Je pensais pas trop à ce genre de situation. Enfin la guerre et tout ça, je voyais pas, je réalisais pas. Mais maintenant que je sais qu'il y a les parents du côté de ma mère en Syrie, je commence à un peu m'inquiéter. Dès qu'ils ont l'électricité, on les appelle. Et c'est à peu près ça. D'accord. Donc vous mentionnez les parents de votre mère, mais est-ce qu'il y a d'autres personnes de votre entourage ou des amis de l'école qui sont encore là-bas et vous savez qu'ils connaissent une temps difficile? J'ai plusieurs amis là-bas, dont 2 se sont fait tirer par des snipers. Et je les ai rencontrés au scout si ça vous intéresse. Sinon, mes amis ont tous déménagé au Liban ou dans d'autres pays. Mais j'ai des amis francophones, puis des amis qui parlent que arabe, qui ont été que dans des écoles arabes. Fait que ces gens-là sont restés en Syrie. Ils n'avaient pas le choix pour leur éducation. Ils ne pouvaient pas trouver d'autres écoles autre part, sinon ils allaient finir en accueil et ils ne seront pas acceptés dans des universités, etc. C'est juste une histoire d'avenir pour leur futur. Ils ont décidé de rester. Et je comprends aussi que vous avez parlé un peu de la situation de votre mère à Nice. Et j'aimerais juste savoir comment a été l'intégration, que ce soit à Nice ou à Montréal, de la société syrienne à Montréal. À Nice, au début, on nous prenait pour vraiment des réfugiés opprimés et tout ça. Maintenant, on est venu, on leur a expliqué la situation, on leur a expliqué qu'il y a des gens qui sont vraiment massacrés, puis des gens qui arrivent à s'en sortir comme nous. Et on leur a expliqué les conflits et tout ça, ils ont commencé à comprendre et on s'est très bien intégrés. Ils étaient très gentils avec nous, ils nous ont aidés à bien s'intégrer. Et à Montréal aussi. À Montréal, il y a beaucoup de Syriens en ce moment, parce que normalement, à ce que je sais, tous les Syriens viennent faire leurs études à Montréal, puisque c'est très connu pour les études. Sinon, c'est à peu près ça. Ici, il y a une petite église sur Côte-Vertu, l'église arménienne catholique, qui aide aux nouveaux arrivants syriens à s'intégrer à Montréal.
Et d'accord. Est-ce que vous avez personnellement, votre famille, eu besoin d'aide du gouvernement ou de ces organismes? Et si oui, comment est-ce que ces organismes ont subvenu à vos besoins? Bah, en fait, on n'a pas vraiment eu besoin. Bah, on a eu une fois besoin d'aide, mais c'était à Nice. On avait juste besoin qu'ils donnent le visa à ma mère pour qu'elle puisse quitter la France. Mais je pense que c'était que cette fois-là. Mais juste pour vous dire, on avait eu besoin de l'aide de ce gouvernement. Mais une fois à l'aéroport, quand ma mère voulait quitter, ils l'ont pas laissé au début, mais on a embauché un avocat, etc. Et à la fin, ils l'ont laissé partir et ils lui ont donné le visa. Fait qu'on est là maintenant. Et sinon, je pense que c'est tout. D'accord. Est-ce que pour terminer, vous avez peut-être votre mot sur la situation en Syrie? Comment est-ce que vous voyez le futur des choses évoluer en Syrie? Bah, le territoire de Daesh et l'État islamiste commence à se réduire grâce aux troupes russes et iraniennes qui interviennent. Et si ça continue comme ça, la guerre peut s'arrêter. Et je pense que d'ici même pas 4 ans, je pense que là, il n'y aura plus de guerre. D'accord. Et une dernière petite question pour vous. Je sais que beaucoup de Syriens à qui j'ai parlé me font la remarque que beaucoup de journaux, que ce soit en Europe ou au Canada ou en Amérique du Nord, ne disent pas toute la vérité. Donc je sais que vous devez lire les journaux aussi de Syrie. Et est-ce que vous voyez un contraste un peu différent dans ce qu'ils disent des deux côtés? Ouais, ok. Les journaux européens, américains traitent Bachar al-Assad de dictateur. Mais ce soi-disant dictateur n'est pas forcément une personne qui opprime le peuple. Par exemple, moi je suis d'une communauté chrétienne et on est ceux qui se font viser le plus parce que c'est genre une guerre un peu culturelle, comme on peut le dire. Et en fait, la communauté chrétienne se fait le plus massacrer. C'est une guerre entre sunnites et chiites, c'est ça. Et Bachar al-Assad fait en sorte qu'il n'y ait pas cette guerre et fait tout dans son possible pour arrêter ces guerres en demandant l'aide de la Russie, de plusieurs pays. Sauf que la France et les États-Unis n'y croient pas et pensent que c'est Bachar al-Assad qui cause cette guerre. D'accord. Donc ce sera tout pour aujourd'hui, mais merci beaucoup pour votre témoignage personnel et de la part de Capsule aussi. Merci. Merci. Bonjour, de retour sur Capsule avec notre deuxième interview avec Athanas Baclay. Bonjour Athanas, merci beaucoup d'être venu. Donc on a eu une première interview avec Monsieur Farouk qui nous a parlé de son expérience personnelle, mais est-ce que vous pourriez parler un peu de votre expérience personnelle en Syrie, de pourquoi est-ce que vous avez quitté la Syrie et d'un peu des expériences personnelles que vous avez vécues? Personnellement, moi je vivais à Damas, la capitale de la Syrie. Donc c'était un peu plus sécurisé puisque c'est la capitale et il y avait le président là-bas et tout. Du coup, nous on n'était pas soumis aux mêmes choses que les alentours. Par contre, on était quand même beaucoup bombardés aussi et ça s'est quand même déroulé de la même manière partout. En fait, en 2011, c'était plutôt des manifestations et tout. Ça avait pas l'air de finir en guerre. Mais vers 2012-2013, ça a commencé à s'enchaîner, les guerres ont commencé à s'arriver, plusieurs clans de rebelles ont commencé à se former et ça a créé beaucoup de conflits. C'est ça qui a fait penser à mes parents de bouger, puisque nous on était comme d'origine canadienne aussi, on avait des passeports canadiens tous, donc c'était pas très dur pour nous de partir. Dès qu'on se sentait en danger, on s'est dit qu'on devait partir et puis c'était comme ça qu'on a décidé. D'accord, donc vous avez quitté après avoir senti ce besoin en fait, ce sentiment de risque, de risque à la vie. Exactement. Ouais. Et donc vous avez vécu un peu dans les environs de Damas, exactement. Et j'aimerais juste savoir, est-ce que pour vous, vous avez senti vis-à-vis d'autres personnes ou d'autres personnes de la population un sentiment plus de violence envers vous parce que vous appartenez à une certaine religion ou un groupe de personnes? Je pourrais dire que la guerre, c'est pas vraiment une guerre civile, mais plutôt une guerre de religion. Et ces petits groupes rebelles, même s'ils ont comme tous pour base de tuer Bachar al-Assad et changer de régime, mais en même temps, ils ont tous leurs petites particularités religieuses, comme ils sont tous musulmans, mais soit sunnites, soit chiites. Puis en tant que chrétiens, nous, on n'était pas favorisés
de n'importe où, même si on était pour le président ou contre, on était quand même chrétien, donc on était une cible pour ces personnes. Et en Syrie, les quartiers étaient quand même bien séparés. On pouvait savoir quel quartier était plus rempli de chrétiens et quel quartier il y avait plus de musulmans. Donc c'était vraiment facile de se faire cibler par ces personnes. Mais comme je l'ai dit, vu que c'était la capitale, c'était quand même plus sécuritaire. Moi personnellement, j'habitais à côté du bâtiment des Russes, où il y avait tous les ministres russes qui vivaient là-bas et tout. Du coup, il y avait comme vraiment une fortification proche de chez nous, donc c'était vraiment dur d'y rentrer et de nous faire du mal, mais je pouvais quand même voir de ma fenêtre des actions violentes qui se passaient. Donc vous n'avez pas personnellement vécu ces actions violentes envers vous ni votre famille, mais est-ce que certains de vos proches ont été atteints par, que ce soit mentalement ou que ce soit physiquement aussi, par cette guerre? Donc ouais, je suis toujours en contact avec mes amis, donc j'écoute ce qui se passe au quotidien, mais oui, c'est vraiment proche de chez eux, ils peuvent le voir de leur fenêtre. Et je me rappelle même moi, vu que j'avais 10 ans, pour un petit enfant de 10 ans, c'était quand même quelque chose de choquant de voir ça juste de votre fenêtre, des avions de guerre qui passent, puis des conflits avec des personnes qui se font tuer devant vous, juste proche de votre fenêtre. Ça devrait quand même être choquant, mais le truc qui est vraiment bizarre, c'est qu'à un moment tu t'habitues et c'est vraiment pas humain. Ouais. Qu'un petit enfant de 10 ans s'habitue à voir ça chaque jour. Ouais, avoir des personnes qui se font... C'est vrai. Donc je sens un peu la tension qui arrive. Donc j'aimerais un peu parler de la façon dont vous êtes arrivé à Montréal et de comment est-ce que le gouvernement a su vous aider, ou même la population québécoise et canadienne a su vous aider à vous intégrer à la société. Ouais, donc en fait, notre plan de voyage n'était pas vraiment individuel. On était en contact avec plusieurs personnes en Syrie qui eux aussi voulaient venir au Canada puisqu'ils étaient citoyens. Du coup, c'était pas très dur. On est venu en plusieurs personnes. Du coup, il y avait des personnes avec qui s'entraider et tout. Et en plus de ça, nous, personnellement, on avait beaucoup de cousins ici qui avaient voyagé il y a longtemps et qui se sont bien adaptés, qui vivent bien ici. Du coup, on n'avait pas vraiment besoin d'une aide personnelle du gouvernement, mais c'était plutôt nos proches qui nous ont aidés. Mon père a décidé de partir un mois avant nous, comme ça il peut tout préparer, comme ça à notre arrivée, ça n'allait pas être difficile. Donc mon père a vécu chez mes cousins pour le premier mois, puis après ça, on a loué un petit appart, puis on est tous venus vivre ici. Wow. Donc c'était pas très... Et là maintenant vous êtes bien intégré à la société. On est bien intégré, ça fait quand même 4 ans qu'on est là. Est-ce qu'il y a eu, en quittant la Syrie, des difficultés pour vous, votre père, au niveau de la frontière, ou tout s'est bien passé? Non, tant mieux, tout s'était bien passé, il n'y avait pas de problème puisqu'on était tous Canadiens et ma mère était française aussi, donc c'était vraiment facile de tout. D'accord. Mais merci beaucoup pour votre temps, et puis de la part de Capsule, merci beaucoup. De retour à Capsule, nous sommes maintenant rejoints par Thierry Méran, notre attaché sur le terrain de la Syrie qui a passé quelques mois au sein du pays pour essayer de discerner l'impact économique qu'a eu cette guerre civile. Monsieur Méran, bonjour, heureux de vous revoir après ces quelques mois dans notre studio, dans le confort de Montréal. Ainsi, vous allez nous parler de l'impact économique au sein de la région et aussi l'impact économique au sein de la Syrie, notre région d'intérêt, notre pays d'intérêt. Allez-y, monsieur Méran, les gens à la maison sont curieux, nous sommes curieux en studio. Merci beaucoup, monsieur Thiaziou. Alors, comme Alexandre l'a dit tout simplement, j'ai passé quelques temps en Syrie et ce que j'ai réalisé le plus, c'est que non seulement le conflit syrien était un conflit humain, violent, mais aussi un conflit économique où il y a eu des pertes économiques majeures dans le pays. Très justement. Pour vous donner un chiffre très simple, j'ai ici un chiffre qui se relie à la perte globale de la Syrie durant ce conflit, et on relève 255 milliards d'euros perdus par la Syrie entre 2011 et aujourd'hui. Quand vous parlez de perte de 255 milliards d'euros, monsieur Méran se réfère à tout ce qui est perte d'infrastructures, infrastructures de santé, infrastructures agriculturales et autres, c'est-à-dire tous routes aussi également, qui est très important au niveau de la Syrie, au niveau de l'intercommunication des axes, au niveau du pays. Continuez, monsieur Méran, sur l'impact économique au sein de la Syrie, il faut bien le préciser. Merci beaucoup. Oui, c'est vrai que c'est au sein de la Syrie. Et j'ai ici quelques statistiques avec moi pour vous montrer que ça touche tous les aspects de l'économie. Et donc, un de ces statistiques est une chute de 14% du PIB par habitant, ce qui veut dire, en tant que tel, qu'il y a une chute du niveau de vie. Pour compléter votre idée. Et pour rebondir sur cela aussi, pour la chute du niveau de vie, la chute de 14% du PIB par habitant va se traduire en une pauvreté au niveau de la population. Et je vois au sein de votre rapport, monsieur Méran, que cette pauvreté
est contredit et vraiment est mise en difficulté par une augmentation des prix. Et, oui, c'est Donc cela. une augmentation des prix de 52% entre 2011 et aujourd'hui. Ce qui est majeur quand on parle d'effets économiques sur la population, parce que l'économie va mal, la population a moins d'argent à dépenser, et puis il y a une rarification des aliments, de matières premières, et donc le prix de ces aliments va augmenter. Et c'est donc pour ça que certains Syriens ont extrêmement de difficultés à trouver les ressources nécessaires pour se nourrir. En plus de tout cela, il y a un effondrement de l'industrie agricole menant à une famine générale en Syrie. Ce qui veut dire que non seulement les personnes qui sont présentes dans le conflit sont touchées, mais aussi les personnes qui sont un peu à l'écart de ce conflit seront aussi touchées par cette hausse des prix et cette diminution du niveau de vie. Oui, certes, l'impact peut se faire sur l'individu directement, c'est-à-dire ce que vous nous avez décrit en détail, l'impact économique qui est très, très bien expliqué. Vous avez parlé d'industrie agricole, effondrement de l'industrie agricole. J'aimerais revenir sur cela pour les gens à la maison. Pour ce qui est de l'industrie agricole, beaucoup de champs agriculturaux vont être dans des zones de guerre, dans des zones de combat absolument effroyables. Ainsi, ces champs-là ne vont plus être cultivés. Et la population, comme vous l'avez très justement dit, n'aura plus accès à ces biens, que ce soit à des simples ressources pour faire du pain. La population n'aura pas accès à cela et sera donc impactée, et une famine générale sera remarquée. Une famine générale, et puis on sait qu'en Syrie, il y a beaucoup d'agriculture, mais aussi beaucoup de matières premières comme le pétrole et le gaz. Et on retrouve une perte de 52 milliards en Syrie parce qu'on ne peut pas exporter, mais on ne peut plus non plus, produire et aller chercher ce pétrole et ce gaz. Et donc ça se traduit par une baisse d'exportation des produits de 90% de la Syrie vers d'autres pays. Depuis 2011. Depuis 2011, tout à fait. C'est exact, et donc cela va résulter en ce chiffre faramineux que je regarde ici, une augmentation de 85% de la pauvreté depuis 2011 au sein de la population syrienne. Pour les gens à la maison, c'est des chiffres absolument colossaux. 85%, ça représente... c'est quasiment 100%, si on peut bien le dire, si on peut se le permettre. 85%, c'est l'augmentation de la pauvreté avec l'augmentation des prix, résulte une chute du niveau de vie. Merci Monsieur Méran pour ces statistiques à l'intérieur de la série. Passons maintenant à une vue plus générale de la région. Avant de commencer, laisser la parole à Monsieur Méran, je vais vite vous expliquer ce qu'est la région, ce qu'on appelle la région MENA, M-E-N-A. C'est un acronyme anglophone qui signifie Middle Eastern and Northern African Countries, c'est-à-dire les pays du Moyen-Orient et du nord de l'Afrique. C'est ces pays-là, environnants de la Syrie, qui vont être impactés eux aussi par le conflit majeur syrien. C'est-à-dire, outre l'impact intérieur, un impact extérieur va se faire remarquer. Allez-y, Monsieur Méran, décrivez-nous ce qui se passe dans la région MENA, justement. Merci beaucoup. Donc, comme expliqué tout à l'heure, il y a une grosse répercussion sur l'économie syrienne, mais aussi sur l'économie des pays voisins. Et je vous donne un exemple aujourd'hui, la Jordanie, qui a accepté d'accueillir 600 000 réfugiés syriens. Ne savons pas que ces 600 000 réfugiés syriens allaient leur coûter 2,5 milliards de dollars par année, chaque année. Ce qui représente 6% de son PIB quand même. Quand vous dites, c'est assez vague pour les gens qui nous regardent, ils ont coûté 6%, coûté c'est-à-dire le coût de l'intégration, du logement, c'est cela que vous voulez dire? Oui, excusez-moi, j'ai pas été très précis là-dessus, c'est le coût du logement, des aménagements, des infrastructures pour les accueillir, et de l'intégration. On sait que certains États aident les Syriens à bien s'intégrer, comme au Canada, dans la société. C'est ça, oui. Et la guerre nuit non seulement aux caisses de l'État, mais aussi directement à la population. On sait que le taux de chômage, après cette arrivée des Syriens, a commencé à grimper dans certains pays. Je vous donne l'exemple de la Libye, où 1,1% du chômage a augmenté, et on voit aussi une baisse du revenu annuel par habitant. Cela est causé par la déstabilisation de la démographie, avec cet apport en main-d'œuvre jeune, pouvant participer à la vie du travail quotidien. On remarque une instabilité en Libye, comme vous le dites bien. Est-ce que vous pouvez nous donner des statistiques d'autres pays à part la Libye, du taux de chômage, de l'augmentation? Oui, je peux tout à fait. Excusez-moi pour ça. En Égypte et en Jordanie,
le taux de chômage a aussi diminué d'à peu près 1%. Augmenté, Excusez-moi. Ce serait bien de dire qu'il a gagné, bien sûr. Oui, mais ce n'est pas le cas. Pour compléter sur ce que vous dites, pour l'augmentation du chômage, ce qui est très intéressant à savoir aussi et ce qui est assez choquant, c'est qu'avec, au sein de la région MENA, nous remarquons une incapacité à produire. Cette incapacité à produire, mesdames et messieurs, s'explique par le fait que cette guerre a causé, et cette instabilité au niveau démographique, a causé une incapacité de production industrielle pour le pays. Cette incapacité de production industrielle va s'élever à 35 milliards de dollars au sein de la région MENA. C'est-à-dire qu'à cause de la guerre syrienne et du conflit syrien, les pays n'ont pas pu produire pour 35 milliards de dollars en apport. Et cela est évalué au chiffre de 2007, c'est-à-dire en euros constants, qui est une notion de sciences économiques et sociales, c'est-à-dire les prix de 2007 ont été pris pour calculer l'impact économique du conflit syrien pour les pays de la région MENA. Tout exactement. Et je retrouve ici une de mes autres statistiques reliant le ralentissement du commerce dans la région de MENA, où à cause du terrorisme, de la guerre, la croissance au sein de la région MENA a seulement été d'environ 2,6% cette dernière année. Oui, c'est un ralentissement absolument fulgurant. La région MENA qui est une série de pays en plein développement économique. Pour compléter sur ce que vous dites, Monsieur Méran, sur vos statistiques au sein de votre rapport, l'instabilité ramenée par une série de réfugiés et d'immigrants au sein des pays s'évalue par exemple au Liban. Au sein du Liban, 92% des Syriens n'ont pas un contrat de travail garanti. Cela s'explique par le fait que c'est trop grande quantité de main-d'œuvre ne peut trouver une place de travail. Ils travaillent donc au noir et est payé par jour ou par semaine. Ces Syriens font partie de ce qu'on sait tous s'appelle l'économie souterraine et ne prolifèrent pas et n'augmentent donc pas le PIB du pays. Donc ne viennent pas en aide au pays. Donc ils coûtent de l'argent au pays et puis ils ne viennent pas malheureusement en aide au pays. C'est ça. Merci Monsieur Méran de votre apport en ces statistiques absolument incroyables. Au nom de toute l'équipe de Capsule, nous allons vous remercier de nous avoir écoutés ce soir. Nous nous voyons la semaine prochaine. Merci.